Bonjour à tous et à toutes. Comme vous avez tous lu le rapport Combrexel, j'en doute pas. Bon, c'est un rapport de qualité. De toute manière, en le lui confiant, on savait bien qu'il n'allait pas nous écrire n'importe quoi. Ce qui, moi, m'a frappé le plus, mais j'ai pas forcément une vision très objective des choses, c'est moins les propositions. Alors, vous direz, dans un rapport, on attend les propositions que les constats. C'est-à-dire qu'en gros, je simplifie pour aller vite, il nous dit il y a d'un côté une vitalité de la négociation collective, alors qu'il y a un sous-ensemble du dialogue social, mais sans doute le sous-ensemble le plus important. Vitalité qui se traduit, et pas simplement depuis 2012, hein, même s'il y avait eu un gros coup de mou un peu avant 2012, vous vous en souvenez, j'y reviendrai, par à peu près 40 000 accords d'entreprise par an, ce qui n'est quand même pas une paille, X accords de branche, des accords nationaux interprofessionnels plus ou moins emblématiques selon les années. Donc ça, c'est le fond du tableau. Et ajoute-t-il une proportion de ces accords embarquant dans les entreprises, y compris des organisations syndicales qui ne sont pas potentiellement au niveau national les plus portées à contractualiser. C'est une litote, voilà. Pour appeler un chat, il y a 75 à 80% des accords d'entreprise sont signés par la CGT, par exemple. Bon. Et d'un autre côté, un dialogue social, une négociation collective qui apparaît fragile, hésitante, parfois illégitime, et en tout cas attaquée de toutes parts, et en gros par deux écoles opposées qui, comme souvent, y compris dans la sphère politique, finissent par se rejoindre dans leurs effets. Celles et ceux qui pensent qu'il ne peut pas y avoir de dialogue social parce que dialoguer avec l'employeur, c'est forcément se soumettre à sa férule et que donc on ne peut rien tirer des patrons, quoi. Voilà. Et puis, d'un autre côté, vous avez l'école inverse, dite ultralibérale, ou je ne sais pas trop quoi, proto-libérale, qui considère que tout ça, c'est de la clarinette et qu'il faut décider de manière un peu jupitérienne, pas forcément dans les entreprises au demeurant, mais au niveau national, et qu'on ne doit pas s'enquiquiner à faire des conférences sociales, des négociations qui durent jusqu'à pas d'heure. Donc, Combrexel, je trouve, décrit bien, et en termes évidemment plus savants parce qu'il prend la place de le faire, ce fameux paradoxe. Hein, et donc il faut assumer le paradoxe. On a un dialogue social qui produit beaucoup de choses, mais on a un dialogue social qui est assez faible, qui est attaqué, et qui est attaqué de manière violente. Et il n'y a pas meilleure manière, c'est comme les châteaux forts du Moyen-Âge, d'attaquer que quand vous le faites des deux côtés à la fois, puisqu'évidemment, la cible ne peut pas s'échapper. Donc, vous me demandiez ma vision des choses, bon, j'y réponds volontiers. De toute manière, si je n'avais pas cette vision, je ne ferais pas le métier que je fais. C'est qu'il faut se battre comme des chiens pour sauvegarder le dialogue social et la négociation collective. Sinon, on est mort. Il n'y a pas de plan B. Hein, parce que derrière la fin du dialogue social, il y a aussi la fin du dialogue tout court. Alors, un deuxième mot, pour ne pas être trop long, sur la fameuse thématique du Code du travail. Les démolisseurs du droit du travail rappellent, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fameux film Mozart, qui était un film génial, où l'empereur disait « Mozart, c'est pas mal, mais il y a trop de notes ». Et donc, le Code du travail, c'est pas mal, mais c'est trop gros. On se fout que le Code du travail soit trop gros. La vraie question que nous avons à traiter, c'est est-il utilisable par les parties prenantes que sont, 1, les salariés et leurs représentants, et 2, les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas, et je connais un peu le sujet, forcément toute la chance ou l'opportunité d'avoir des équipes dédiées à ces questions-là, des DRH, des équipes RH, etc. La réponse est non. C'est-à-dire que le Code du travail, pour des raisons liées à son histoire, à l'effet d'accumulation, à ce que Combrexel décrit aussi, et je trouve qu'il a raison, comme les effets de la défiance, puisque en fait la loi devient compliquée, puisque personne n'ayant confiance dans personne, les syndicats dans le patronat, les syndicats entre eux, les patrons, les patrons, les syndicats et l'État vis-à-vis des deux, et ben, au lieu d'écrire un truc en 2 articles, de 3 lignes chacun, sur n'importe quelle disposition, vous écrivez la même chose, sauf que ça prend 30 pages et qu'à la fin du jour, plus personne n'y comprend rien, même les avocats spécialisés qui, parfois, il faut l'avouer, en vivent. Donc l'idée générale, c'est de simplifier le Code du travail, non pas pour qu'il soit moins gros, non,
pour que ça soit utilisable. Ça sert à rien d'avoir un truc qui n'est pas utilisable. J'exagère, il y a beaucoup de parties du Code du travail qui, Dieu merci, sont utilisables. Enfin, replongez-vous là-dedans. On l'a fait au moment de la loi Rebsamen sur les IRP, les institutions représentatives du personnel et le dialogue social. Moi-même, j'avoue que j'ai redécouvert des pans entiers du Code que j'avais complètement oubliés, dont j'imaginais même pas qu'ils puissent être dans la partie législative du Code. Donc on est lancé là-dedans. Quel est le lien entre le dialogue social et le Code du travail? Et j'arrête là pour pas être trop long. C'est que simplement, si on fait le pari du dialogue social, alors on fait plutôt le pari que la négociation d'entreprise peut apporter quelque chose, et on essaye d'en créer les conditions en limitant les nombres de branches, en généralisant l'accord majoritaire et en desserrant quelque peu les cas dans lesquels l'entreprise peut dire le droit, dès lors que les grandes garanties du Code du travail restent au niveau législatif. Le président l'a dit à 3 reprises, donc je pense que ça y est, les journalistes ont compris. On ne touche pas à la durée légale du travail, on ne touche pas au SMIC, on ne touche pas au CDI. Ça ne veut pas dire qu'on touche à tout le reste. Ça veut dire que l'ordre public social reste quand même consistant. On n'est pas en train de dériver vers quelque chose qui ferait qu'on n'aurait plus du tout de règles au niveau national. Je réagis là sur le premier point qui est celui du contrat et notamment la question de la négociation d'entreprise. On voit un débat en fait entre 2 critères qui opposent un peu de camps. Alors effectivement, ceux qui vont plutôt mettre en avant la question de la pertinence, parce qu'effectivement, quand c'est trop complexe, c'est pas pertinent, ça permet pas d'avancer concrètement. Et donc ça peut amener plutôt à défendre l'idée du dialogue social. Mais je voudrais rajouter un élément sur la complexité croissante de ce Code du travail. Certes, c'est parce qu'on ne se fait pas confiance et qu'on en fait beaucoup, mais il faut rappeler aussi qu'à chaque fois qu'on vous montre le Code du travail, là, ces éditions Dalloz, il y a une bonne partie de ce document, c'est de la jurisprudence. Et on est à partir de là dans un débat sur la légitimité finalement de cette norme sociale, puisqu'on a l'air d'opposer la loi au contrat, alors qu'en réalité, une bonne part du Code du travail qu'on utilise aujourd'hui, c'est les juges qui la font, et non pas le législateur, qui est doté d'une légitimité démocratique. Donc ça plaiderait aussi en faveur de quelque chose d'un peu plus décentralisé, qui permettrait de donner une légitimité à cette production. Maintenant, effectivement, on ne peut pas être dans tout l'un tout l'autre. La question, c'est celle du curseur, c'est comment on trouve l'équilibre, parce que les opposants à cette idée de la décentralisation dans l'entreprise mettent plutôt en avant le risque en termes d'efficacité. C'est-à-dire, finalement, pour eux, dans l'entreprise, le rapport de force est trop inégal, et donc la négociation n'est pas crédible. Finalement, décentraliser, mettre la négociation d'entreprise, ce serait finalement abaisser les droits sociaux et les protections pour les salariés. Donc toute la question, et j'ai cru comprendre en lisant la presse que même au sein de la CFDT c'est encore en discussion, c'est comment on articule les différents niveaux, quel poids on donne à la branche, quel poids on donne à l'entreprise dans la négociation, comment on organise le dialogue social dans l'entreprise, comment on renforce aujourd'hui les organisations syndicales. Mais je voudrais quand même soulever un point. Le seul fait de donner du poids à la négociation d'entreprise, c'est déjà renforcer les organisations syndicales. Donc on n'est pas dans un... C'est difficile de savoir ce qui va se passer si on met plus de négociations d'entreprise, mais il n'empêche que la signature des organisations syndicales va valoir plus cher et donc a tendance déjà à rééquilibrer le rapport de force. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Michel Yael, parce que je partage très largement le fait qu'il faut se battre pour sauvegarder et assurer la place du dialogue social. Mais juste avant, l'Europe est un enjeu vital pour tous les défis auxquels nous sommes confrontés, en tant que salariés, en tant qu'entreprise, en tant que citoyens. Il n'y a aucun défi majeur que notre État peut régler seul. On est de plus en plus dans un marché unique bancaire, dans des réglementations dont on a parlé, qui sont toutes européennes. Toutes européennes. Vous êtes dans des métiers où rien n'échappe à l'Europe. Donc l'Europe est vitale. En même temps, jamais l'Europe n'a été autant vitale, jamais elle n'a été autant menacée de disparaître. Elle est dans une fragilité énorme. Parce que sur les 10 dernières années, on a une Europe qui a été le théâtre de la divergence de développement entre les pays de l'Union européenne et de l'aggravation des inégalités et de la précarité en Europe. Tout ça parce que l'Europe, elle est sous la pression des intérêts strictement nationaux défendus par les chefs d'État pour des raisons diverses et variées. Mais on est dans cette situation-là extrêmement préoccupante. Et donc le dialogue social, il a beaucoup de raisons de prendre toute sa place en Europe.
dans un contexte qui ne lui est pas favorable. La crise est là, et que cette crise rend beaucoup plus compliqué le travail des syndicats, notamment parce que dans certains pays de l'Union européenne, parce que certaines entreprises dans l'Union européenne considèrent, et ça rejoint ce que disait Michel, le fait que c'est quand même vachement mieux de se passer du dialogue social plutôt que de s'encombrer avec, mais je vais y revenir. Moi, j'identifie 3 sujets majeurs de préoccupation pour les partenaires sociaux en Europe. Le premier, ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant qu'on assiste à la décentralisation de la négociation vers l'entreprise, de la branche vers l'entreprise, partout. Je pense, moi, que c'est une bonne chose. Bon. Le problème, c'est qu'à peu près nulle part, elle est organisée. Ça a plutôt entraîné des conflits dans les pays. Ce n'est pas très organisé. Et la négociation collective, la protection des salariés, elle reste très branchée sur le rôle de la branche. Mais plus la négociation d'entreprise progresse, moins la négociation de branche est à même de faire son rôle de régulation collective. Et donc, il y a une forme de déficit qu'on n'a pas, moi, quand j'étais à la Suède, on ne pensait pas ça, hein, mais qu'on n'a pas structuré. Donc, négociation vers l'entreprise, décentralisation utile, pas organisée, donc des trous. 2, la branche, noyau central, alors qu'il y a des choses qui échappent à la branche. Et 3, 20 ou 30 ans de dialogue social européen n'ont pas beaucoup permis de faire converger nos systèmes nationaux. Et donc on reste dans des systèmes nationaux qui sont très différents les uns des autres, et donc on a beaucoup de mal à se parler et à construire ensemble, y compris dans un sein européen. Je pense que c'est les 3 grandes difficultés. Et puis, je vais essayer de dire ce qu'est l'enjeu majeur du dialogue social européen, parce que je pense qu'il n'y en a qu'un, pour faire court. C'est de travailler à ce que doit être aujourd'hui et demain l'entreprise en Europe. Et ça fait écho un peu à ce qu'il disait tout à l'heure. Alors, pourquoi l'entreprise? Parce que je pense que ça fait partie des structures solides qui vont être, on l'a dit, affrontées à des défis redoutables, et que la manière dont vont se gérer les rapports entre les salariés et l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise va fortement décider du modèle de société dans lequel on sera. On voit bien que ce que sont en train de faire les entreprises, sans trop le savoir, c'est façonner un mode de société. Donc le rôle du dialogue social et la capacité des syndicats en Europe à bâtir ce qu'est une entreprise dans l'Europe, c'est vital parce que ce qu'on se pose comme question sur les mutations de l'entreprise en Europe se pose partout dans le monde entier. L'autre élément qui fait que l'entreprise est vitale, comment on fait une entreprise durable? Comment on fait une entreprise durable si les syndicats et les salariés ne s'en occupent pas? Je trouve que le modèle d'entreprise aujourd'hui a 3 limites qu'il faut absolument dépasser parce qu'on va dans le mur si on ne les dépasse pas. Et c'est les chefs d'entreprise qui l'ont dit tout à l'heure. Donc je ne fais pas là de l'anticapitalisme primaire à la con. Hein. Je n'ai pas viré ma cutie. Bon. Le premier est très connu. Les entreprises, globalement, n'ont pas pris en compte le fait qu'on était dans un système où les matières premières, la biodiversité, les richesses naturelles étaient limitées et qu'il fallait les préserver. La deuxième limite, c'est que quand on regarde les 30 dernières années, on est sur une trajectoire qui ne conduit pas à la satisfaction. On est sur des trajectoires qui produisent de l'insatisfaction. Puis le troisième élément, c'est que les entreprises n'intègrent pas, le modèle économique n'intègre pas la limite de la personne humaine. Moi, je veux bien entendre tous les matins qu'il faut s'adapter. Je suis d'accord avec ça, j'ai prêché. Bon, je suis d'accord. Bon. Mais quand on est dans des entreprises où, en permanence, on doit modifier l'organisation pour aller vers quelque chose dont on ne sait pas bien ce que c'est quelque chose qui n'est pas en phase avec notre propre rythme biologique. Et donc, il y a une violence de fait aux individus. Et donc, si on veut créer une entreprise responsable, durable en Europe, il faut s'occuper de ces défis-là. Donc, le rôle du dialogue social est vital. Et je finis là-dessus en disant, il y a une question vitale, c'est la prise en compte des externalités, dans la mesure de la performance. Je discutais avec un chef d'entreprise allemand convaincu de la cogestion à bon escient, il y a très peu de temps. On discutait ensemble et il me disait, on a un problème, c'est qu'en Allemagne, comme en France, comme partout, il y a des entreprises plutôt vertueuses et responsables et des entreprises qui sont des bandes de voyous. Et quand on regarde les bilans,
et la performance économique, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Si dans le monde tel qu'on est, quand on est vertueux, on est puni de la même manière que quand on est coupable, il y a un problème au moins moral. Quand on ne prend pas en compte, dans la mesure de la performance, les externalités positives et négatives provoquées par l'entreprise, alors le gougnafier peut s'en sortir parfaitement bien, parce que c'est celui qui est vertueux, qui prend en charge une partie de ce qui a été fait par l'autre. Donc je pense que cette question de la mesure des externalités, pour faire en sorte que, quand par exemple une banque ou une assurance décide d'un investissement, les investissements ne soient pas faits uniquement au regard de l'intérêt financier, mais au regard des enjeux économiques, sociaux, sociétaux, et donc des externalités produites ou pas, ça c'est vital parce que c'est ça qui fera la démonstration que le dialogue social, il est plus performant économiquement, tout compris, et c'est la seule manière de tuer les idées nauséabondes de ceux qui pensent que la numérisation de l'économie, c'est une formidable opportunité pour ne plus être emmerdé par les règles de l'État, par les organisations syndicales qui font chier, par le dialogue qui prend du temps. Au fond, sans les assimiler, il y a deux combats parallèles qui sont de portée différente, mais qui sont le combat pour le dialogue social et le combat pour l'Europe, ce qui sont les deux faces modernes, si je puis dire, d'une certaine forme de combat pour la démocratie. Pour les plus anciens d'entre nous, on a la nostalgie des accords de Val-Duchesse d'il y a 30 ans, quand Delors avait enfermé tout le monde dans cette jolie localité, les patrons, les syndicats, les commissaires européens, quelques chefs d'État et de gouvernement, et qu'ils avaient initié quelque chose de radicalement différent, qui avait donné de l'élan à la construction européenne par le biais social. C'était difficile, il y avait fallu du talent, et lui et ses collègues n'en manquaient pas, mais c'était aussi une période où on était 12 en Europe, et pas 28. Donc l'origine de nos mots n'est pas qu'on soit 28, mais il faut avoir le courage de se dire que c'est plus compliqué d'accorder en effet les intérêts des États et des gouvernements lorsqu'on est aussi nombreux. Et je pense qu'une des difficultés en dehors de la crise que l'on a aujourd'hui au niveau européen, c'est que le dialogue social est faiblard parce que l'Europe est faiblarde. Et qu'au fond, les deux baromètres se ressemblent beaucoup. Juste un mot sur les branches, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit, c'est vrai d'ailleurs, les Allemands ont 70 branches à l'allemande, nous on en a 700 parce qu'on est 10 fois plus malin qu'eux, et donc il faudrait probablement qu'on converge vers une centaine de branches à un horizon de 2-3 ans, parce que tout le monde est d'accord pour limiter le nombre de branches, jusqu'au jour où on vous dit oui mais ça vous concerne vous aussi. Alors les gens, ah ben non, ouais, c'est voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, mais c'est vrai que si on arrivait à avoir des ensembles, parce que les deux systèmes économiques sont quand même très proches, qui par exemple nous rapprochent un peu je parle pas du modèle social allemand, mais de la structure, par exemple des branches telles qu'elle est en Allemagne, je pense que ça ferait du bien au dialogue social et que pour le coup le patronat n'aurait pas à y perdre. Mais il faut bien avoir en tête que sans sombrer dans la paranoïa, les mêmes qui s'essuient les pieds sur l'échine de l'Europe et de la construction européenne s'essuient les pieds sur l'échine du dialogue social. Les évolutions dont on parlait tout à l'heure ne sont pas des débats qui sont apparus il y a 1 an ou 2 ans, ce sont des débats relativement anciens. L'arbitrage entre la loi et le contrat, est-ce que c'est le niveau entreprise, est-ce que c'est la branche, ce ne sont pas des débats nouveaux, mais il faut un certain temps de maturité, et puis probablement il faut souvent être un peu au pied du mur pour engager les réformes. Donc on voit à peu près ce qui se dessine, et c'est les réformes actuelles qui dessinent finalement l'avenir. On se disait tout à l'heure que un des risques avec la décentralisation de la production de la norme sociale, c'est celui du déséquilibre dans le rapport de force. Donc il y a cette question qui va être en creux. Et le rapport de force pour une organisation syndicale, c'est quoi? Ça tient essentiellement à son rapport aux salariés. Est-ce qu'elle est représentative? Est-ce qu'elle est légitime? Donc il y a cette question-là. Et finalement, vous l'avez bien identifié dans le rapport que vous avez travaillé, puisque dans vos scénarios, vous analysez souvent les enjeux pour les organisations syndicales en termes, je ne sais plus la formulation exacte, mais dans vos scénarios pessimistes, c'est les organisations syndicales ratent la professionnalisation et le renouvellement des adhérents. Et effectivement, c'est deux sujets extrêmement importants pour travailler la légitimité des organisations syndicales. Quand les organisations syndicales sont
sont mal gérées ou manquent de transparence. On voit bien qu'elles font l'objet d'une certaine défiance. Et aujourd'hui, on a des statistiques qui montrent que la défiance envers les organisations syndicales est quand même relativement élevée et que ça appelle certainement à rationaliser un petit peu les pratiques, à être capable de rendre des comptes. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, les réformes récentes en termes de transparence financière, par exemple, participent de cette volonté de professionnaliser les organisations syndicales. Et les professionnaliser, c'est aussi doter les militants, les négociateurs, d'un certain nombre de compétences qui vont leur permettre de discuter concrètement avec les employeurs, pour ne pas en rester simplement à la question sociale, en discutant simplement de la protection de l'emploi, de la rémunération, mais pour avoir une capacité à élargir les débats, c'est-à-dire à rentrer dans le débat économique. Et là, il va falloir que les organisations syndicales discutent de ces sujets-là. Donc ça veut dire à la fois il faut les compétences pour le faire, et il faut en même temps accepter peut-être un changement d'objet, parler peut-être un petit peu moins de la relation d'emploi, mais un petit peu plus du contenu du travail. C'est quoi le travail, comment on l'évalue, etc., etc. Donc un des enjeux, à mon avis, extrêmement important pour les organisations syndicales, c'est aujourd'hui de penser l'implication des salariés tout en allant dans le sens d'une professionnalisation. Parce que si on veut aller vers une démocratie syndicale où tout le monde participe, ça tire un peu vers le bas la professionnalisation. Si au contraire on engage une politique de professionnalisation forte, on a tendance à créer un peu une élite syndicale qui est un petit peu coupée des salariés. Donc un des enjeux, c'est comment on pense cette participation des salariés avec des statuts différents. Est-ce qu'une organisation syndicale ne peut pas arriver à mettre en débat, à faire participer des salariés, même quand ils ne sont pas adhérents, même quand ils n'ont pas payé une cotisation? Ça peut générer derrière, évidemment, de l'adhésion, mais il faut peut-être penser ces espaces de participation plus larges. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression qu'il y a un déséquilibre. Quand on engage la professionnalisation, on oublie un petit peu la dimension démocratique qui se pose de créer des espaces de participation un peu nouveaux. Je pense que la ligne de force, une des lignes de force de ce rapport, c'est de dire le monde a terriblement bougé et la rénovation du syndicalisme se fait par la relation directe avec le salarié qu'il faut développer et dans une vision montante qu'on a un peu perdu de vue au fil du temps. C'est ça qu'on disait. Bon. Et pour rebondir sur ce que disait Rémi et en lien avec ça, si on va jusqu'au bout de cette logique de partir du terrain, et sur ce que je disais tout à l'heure sur l'entreprise, ça veut dire qu'une entreprise vraiment responsable, c'est l'entreprise qui associe toutes ses parties prenantes. Ça veut dire que c'est déjà la réponse aux mutations qu'on voit demain. C'est être capable de prendre en compte dans un dialogue des salariés indépendants qui viennent apporter un bout de job. C'est la relation avec le client, c'est la relation avec le territoire, etc., etc. Donc si le syndicalisme, il est un des acteurs majeurs de structuration de ce dialogue-là, il est un artisan majeur de la transformation de l'entreprise dans la société. Et il fait une véritable œuvre de régulation et il change la question du rapport de force. Parce que si dans l'entreprise, c'est le comité exécutif qui décide de c'est quoi l'intérêt de la partie prenante, machin chose, on ne change rien à l'existant. Hein. Si par contre on est dans l'entreprise où c'est la partie prenante qui décide de ce qu'est son intérêt majeur dans la stratégie de l'entreprise et qu'il y a un dialogue entre cette partie prenante et la direction de l'entreprise pour décider comment cet intérêt majeur de la partie prenante est pris en cause dans la stratégie de l'entreprise, on a un sacré rapport de force. Philippe, Antoine, là on va se situer aussi sur comment est-ce qu'on se projette justement pour notre organisation, la CFDT. Est-ce que c'est possible là, de nous parler comment la CFDT voit les choses pour l'avenir autour de quelles sont les nouvelles formes aussi de représentation, où est-ce qu'on en est sur le syndicalisme de service, comment est-ce qu'on l'organise quand il n'y a pas de section syndicale? Avant de venir, j'ai repris le rapport Gridiard. Je me suis dit, après avoir lu votre document de prospective, je me suis dit, il y a des choses qui me rappellent quelque chose. Qu'est-ce qu'on disait précisément? Et j'ai notamment regardé ce qu'on disait sur la section syndicale. Alors on disait deux choses. Donc depuis 30 ans, la négociation d'entreprise s'était fortement développée. Et l'entreprise était devenue centrale dans le dialogue social.
Dans les années 70, la négo était hors de cité dans l'entreprise. Aujourd'hui, 40 000 accords. Donc, premier point. Mais surtout, ça, on l'avait voulu. Souvent seul, d'ailleurs. Et notamment, on était ceux qui avions défendu l'accord dérogatoire dès les lois Roux, dans des configurations qui ne sont pas très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais une situation qui, du fait de nos pratiques, faisait qu'on avait des sections syndicales qui étaient confrontées à des problèmes majeurs de négociation, de rapport aux salariés, sans que l'organisation ait changé ses pratiques syndicales et ses pratiques d'organisation pour se mettre au service de ceux qui étaient désormais centraux dans le dialogue social. Donc sans une aide et un appui suffisant de l'organisation militante, et sans aussi que l'organisation capte vraiment ce qui se passait pour nourrir ses analyses politiques. Donc quelque part aussi, ça rejoint ce qui a été dit par Rémi Bourguignon sur la tension professionnalisation rapport aux salariés, c'est-à-dire qu'on avait laissé des militants de boîte se professionnaliser plus ou moins bien dans le rapport à leur chef d'entreprise, sans leur donner l'appui suffisant pour qu'ils se professionnalisent aussi pour aller capter les aspirations des salariés, pour les traduire dans l'intérêt collectif et pour aller négocier. Dans votre document de prospective, si je prends le scénario catastrophe, j'ai remarqué qu'il n'était pas très différent du scénario central. Et je me suis dit, il y a sans doute un scénario qui est encore plus catastrophe. Je me souviens, quand on travaillait sur le rapport, on se disait, le syndicalisme est mortel, on est engagé dans une course de vitesse. Donc il y a un scénario qui est encore plus catastrophe, c'est demain un syndicalisme d'entreprise, autonome, corpo, avec des militants éventuellement professionnalisés, mais surtout avec des cabinets d'experts, d'avocats, d'ergonomes, etc., qui font un marché de l'accompagnement de ce syndicalisme. Et puis un syndicalisme interpro, celui auquel on tient, celui qui est pour la solidarité, qui est pour la lutte contre les inégalités, qui lui est réduit à peau de chagrin, qui gérerait des résidus de paritarisme encore existants et en voie de marginalisation. Donc c'est ça qui est devant nous. Et c'est des constats qu'on avait déjà fait. Donc quelque part, penser à 10 ans, c'est pas très compliqué parce que ce qu'on pensait déjà il y a quelques années est toujours devant nous. Alors pour autant, on a fait beaucoup depuis. Mais on a fait la réforme de la représentativité. Le débat qu'on a aujourd'hui autour du rapport Cobrexel sur comment on transfère la production des droits des salariés au niveau de l'entreprise, il ne serait pas possible si on n'avait pas fait la réforme de la représentativité en 2008. Parce qu'on a des syndicats qui ont acquis une légitimité de représentativité dans les entreprises. Ce n'était pas le cas auparavant. On a fait un agenda social, c'est-à-dire qu'on a introduit quelque part des discussions préalables sur les questions à traiter en programmant un calendrier imparfait avec ça marche pas toujours bien, mais on a de façon régulière maintenant depuis 10 ans un agenda social national qui permet de traiter un certain nombre de questions dans le dialogue social. On a modernisé le paritarisme en 2012. C'est imparfait dans l'application, mais on a jeté des pierres. Et puis on a fait l'accord de sécurisation de l'emploi en 2013 avec la mise en place de la BDU. Donc progressivement quand même, on a apporté un certain nombre de réponses pour consolider le dialogue social et consolider surtout sa légitimité, la légitimité des acteurs. Là on a une nouvelle étape, enfin on a 2 nouvelles étapes. On a la loi modernisation du dialogue social qui vient d'être votée. Et puis donc on a maintenant le rapport Cobrexel à la loi en préparation, que la CFDT prend comme une opportunité nouvelle pour poursuivre le processus. Donc on a 4
4 exigences fortes pour pouvoir s'engager. C'est j'en ai déjà parlé, la réduction du nombre de branches, qu'on engage un processus qui permette de réduire fortement le nombre de branches. C'est 2, qu'on généralise l'accord majoritaire dans les entreprises. Ça nous paraît indispensable si on veut donner une légitimité aux accords qui seront conclus. C'est 3, qu'on insiste sur des accords de méthode qui garantissent l'équilibre de la négociation. Et c'est 4, qu'on évite toutes les formes de contournement des organisations syndicales qui pourraient être des référendums, etc., et qu'on privilégie le mandatement dans les entreprises actuellement dépourvues de représentation syndicale. Le deuxième volet, quand même, pour revenir au rapport Grignard, c'est l'évolution de nos pratiques et de notre organisation. Le choix qu'on avait fait au moment du rapport Grignard, c'est de dire ne touchons pas à nos structures, parce que si on commence à toucher à nos structures, on ne va plus parler que de ça, et on ne répondra pas aux problèmes qu'on veut traiter. Mais en tout cas, on reste dans une volonté de ne pas lâcher l'objectif. Notre objectif, c'est d'avoir une organisation au service de ces sections syndicales. Et donc, il vaut mieux réfléchir avec ce que certains appellent le fédéralisme fonctionnel, c'est-à-dire comment nos structures, quelles qu'elles soient, répondent aux problèmes qui se posent et qui sont de plus en plus mouvants, plutôt que de rêver d'un schéma idéal. Alors, j'ai envie de dire que je dois parler en terrain conquis, parce que finalement, si on regarde le secteur bancaire, on réussit bien à maintenir des structures qu'on aurait déstabilisées, qui auraient posé plus de problèmes, tout en ayant des coopérations dès lors qu'on veut répondre aux problèmes qui se posent dans les boîtes.